Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet primordial, vérifier que votre stratégie d'investissement dans des ETF est cohérente. En effet, aujourd'hui, l'offre d'ETF est devenue gigantesque. Selon ETFGI, on dépassait 15 000 produits ETF dans le monde à la fin 2025. Donc vous avez aujourd'hui à peu près un ETF pour tout et un ETF pour n'importe quoi. Deuxièmement, les marchés ont été très marqués par des phases où une poignée de valeurs ont pris énormément de valorisation et pèsent donc très lourd dans les performances et présentent un risque de concentration car certains portefeuilles sont beaucoup plus exposés à ces valeurs qu'ils ne le pensent. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est donc de faire le point avec vous pour élaborer la meilleure stratégie ETF possible pour l'année 2026. Nous allons donc voir les erreurs les plus fréquentes qui peuvent parfois vous coûter très cher même si vous êtes par ailleurs relativement à l'aise ou avancé. Et à la fin, quelques tests très simples pour auditer votre portefeuille en 10 minutes chrono. Je le rappelle évidemment avant de commencer la vidéo, mais investir comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Et donc gardez bien en tête que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que quand vous investissez dans des ETF, eh bien vous pouvez gagner mais également perdre de l'argent. Les objectifs de rendement qui sont parfois annoncés ne sont jamais garantis. Je vous invite toujours à vous renseigner sur les risques avant d'investir. Quand on fait une stratégie en ETF, on ne commence normalement jamais par choisir quel ETF on va sélectionner. Avant toute chose, un ETF, ça réplique généralement un indice. Et donc la question à se poser, c'est finalement quel indice je veux suivre et quelle est la part de mon portefeuille que je veux allouer sur tel ou tel type d'actifs. En effet, aujourd'hui, les ETF permettent d'investir dans un petit peu tous les types de produits, des actions, des obligations, du monétaire. Et donc, il est primordial d'avoir le camembert cible à quoi le portefeuille idéal ressemblerait pour vous. Il y a une règle qui avait été formalisée par Warren Buffett que j'aime beaucoup, qui consiste à se dire qu'avant tout investissement, on devrait être capable d'écrire, de poser sur le papier ou sur votre ordinateur, sur une note, les raisons pour lesquelles on décide d'aller dans cet investissement, mais également de noter les risques potentiels. Et donc de se dire finalement, voilà le pour, voilà le contre, et quand j'arbitre le pour et le contre, je décide d'y aller, et je décide d'y aller dans telle proportion de mon portefeuille. Je pense que c'est une règle qui semble être une règle de bon sens absolu, mais finalement, assez peu de gens le font vraiment, et je ne peux que vous inviter à essayer de le mettre en place pour vos investissements. Il y a également un mécanisme qui est important à bien garder en tête, qui est que une fois l'allocation cible déterminée, une fois les investissements faits, eh bien les différentes poches de vos investissements ne vont pas évoluer au même rythme. Et donc ce que cela veut dire, c'est que certaines poches vont monter plus vite que d'autres peuvent également descendre, et donc votre allocation va dériver. Vous commencez par exemple sur un 50-50 entre actions, obligations, et bien au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, eh bien ce 50-50 est peut-être désormais un 65-35, et donc n'a plus rien à voir avec l'allocation initiale que vous aviez choisi. Pour pallier cette évolution, il y a un mécanisme relativement simple qu'on appelle le rééquilibrage. Comme le nom l'indique, le rééquilibrage, c'est finalement de se dire tous les X mois, donc ça peut être tous les semestres, tous les ans, peut-être tous les 2 ans, si ça ne vous dérange pas que ça dérive un petit peu, eh bien on va rééquilibrer son portefeuille. Et donc on regarde, on prend un petit peu l'instantané de là où on en est, on compare l'allocation cible et on va rééquilibrer pour revenir à l'allocation cible. C'est d'ailleurs un bon moment, et je vous recommande de le faire au moment du rééquilibrage, pour se dire finalement, est-ce que mon allocation cible est toujours la bonne? Et donc ça peut aussi être un moment où on se dit finalement, j'avais en tête d'être sur telle allocation cible, je peux la modifier légèrement, je profite de ce rééquilibrage pour reconverger vers l'allocation qui me semble la plus pertinente pour moi à ce moment-là. Un point sur lequel j'attire votre attention, sur cette fameuse dérive, donc le fait qu'une allocation qui commence d'une certaine manière peut changer au cours du temps en fonction des performances des différents actifs, c'est notamment la notion de risque dont je vous ai déjà parlé. Quand vous définissez une allocation cible, vous allez avoir généralement un niveau de risque associé à cette allocation. Mais au fur et à mesure que les différentes poches de votre allocation vont évoluer, eh bien le niveau de risque global de votre portefeuille peut fortement changer sans que ce soit vraiment visible. Et donc c'est vraiment un des éléments sur lequel j'attire votre attention, attention à ne pas finalement penser que vous êtes sur un niveau de risque global, je dis un exemple de 3 sur 7, et qu'en fait tout à coup vous êtes plutôt à du 4,5 voire du 5 sur 7 du fait de cette dérive de votre allocation. Alors je vous donne un exemple assez simple pour illustrer ce phénomène qui est donné par Vanguard. Eh bien si on prend par exemple un portefeuille qui serait initialement à 60% composé d'actions, 40% composé
d'obligations. Donc imaginons ça maintenant sur un portefeuille de 100 000 euros. Eh bien, vous avez donc 60 000 euros en actions, 40 000 euros en obligations. Imaginons maintenant le scénario suivant. Les actions vont faire plus 10% sur l'année. Vous passez donc de 60 000 à 66 000 euros sur la poche des actions. Et à l'inverse, les obligations font moins 10%. Vous passez donc de 40 000 euros à 36 000 euros. La somme totale de votre portefeuille fait désormais 102 000 euros, soit plus 2%. Néanmoins, la poche action qui représentait initialement 60% représente désormais 65% de votre portefeuille. Alors vous allez me dire, 65%, c'est pas très loin de 60%, mais imaginez maintenant que ce phénomène s'amplifie non pas sur 1 an, mais sur 2, 3 ou 4 ans, eh bien vous pouvez avoir un portefeuille qui, en réalité, n'a plus rien à voir avec l'allocation que vous aviez initialement définie. Dans le cas précis que je vous ai donné, généralement, on considère les obligations, alors ça dépend évidemment de quelles obligations, mais souvent les obligations vont être un petit peu moins risquées que les actions. Eh bien, sans même vous en rendre compte, vous êtes passé d'un portefeuille qui avait un niveau de risque à un portefeuille qui a un niveau de risque un peu plus élevé, puisque les actions font désormais 65% de votre allocation, alors qu'initialement, elles n'en représentaient que 60%. Je vais vous montrer à quel point ce phénomène peut être énorme sur le long terme. Vanguard, toujours, a fait cette analyse et la pousse un petit peu plus loin en montrant qu'un portefeuille qui était en 2003, donc fin 2003, on a un portefeuille qui est composé à 60% d'actions, 40% d'obligations, et bien sans ce mécanisme de rééquilibrage, en 2022, le portefeuille aurait désormais été de 80% en actions et 20% uniquement en obligations. Donc finalement, vous vous rendez compte que sur une durée plus longue, donc là on parle de quasiment 20 ans, eh bien ce phénomène de dérive est vraiment très important puisqu'on passe de 60% en actions, 40% en obligations à 80% en actions, 20% en obligations. Ça n'a plus rien à voir en niveau de risque. Pour conclure, en 2026, je vous invite très fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à définir une allocation cible, écrire les raisons finalement de ce choix d'allocation et de vous mettre en place une règle explicite de rééquilibrage, de se dire finalement à quel moment, peut-être quelle est la dérive que j'accepte, parce qu'on ne va pas faire des rééquilibrages tous les 2 jours, mais quelle est la dérive que j'accepte et puis quand je dépasse cette dérive, eh bien je viens rééquilibrer ma stratégie. Je vous invite également à faire l'exercice de calculer le niveau de risque qui est associé à l'allocation que vous avez définie et si ça vous amuse, quand vous constatez une dérive, eh bien de vérifier si le niveau de risque est toujours comparable à ce que vous souhaitiez initialement. On plonge tout de suite dans la deuxième erreur potentielle que l'on voit, y compris chez des investisseurs avisés. C'est le fait de croire que plus vous avez de nombre de lignes, donc plus vous avez investi dans de nombreux ETF, plus vous êtes diversifié. Et ça, c'est un point vraiment important à bien garder en tête, c'est qu'avec les ETF et notamment les ETF actions, vous avez souvent ce que l'on va appeler une corrélation entre les différents indices. Ça veut dire quoi une corrélation? Eh bien en fait, ça veut dire que les indices recoupent en fait les mêmes sociétés sous-jacentes. Je vous explique ça tout de suite. On va prendre un exemple simple et quelqu'un qui se serait dit je vais investir dans un ETF action pays développés, je vais ensuite investir dans un ETF action États-Unis et puis je vais ajouter un ETF Nasdaq parce que moi la technologie j'y crois beaucoup. Donc sur le papier la personne se dit j'ai diversifié, j'ai pris 3 ETF dont l'indice n'est pas le même. Et bien en fait en réalité vous avez une pondération très forte des mêmes sociétés puisque un indice action américain, par exemple un S&P 500, va avoir une très forte représentation des entreprises de la technologie et donc finalement avoir un fort degré de recoupement avec le Nasdaq. De même sur l'indice pays développés, par exemple un MSCI World. En effet, sur un indice MSCI World, eh bien aujourd'hui, en fait, les États-Unis, donc finalement quelque chose qui va ressembler à du S&P 500, pèsent pour 70% dans l'indice. Donc c'est vraiment en fait l'écrasante majorité. Et donc quand on investit dans le MSCI World et dans le S&P, eh bien il faut bien avoir en tête, on peut tout à fait le faire, mais il faut avoir en tête que finalement on a quand même un fort degré de recoupement entre ces deux indices. On ne se diversifie finalement pas tant que ça en diversifiant des indices qui sont très proches, très corrélés. Ce que je vous invite donc à faire, c'est de transitionner d'une réflexion sur finalement combien d'ETF j'ai dans mon portefeuille, parce que finalement ça ne veut pas dire grand-chose. Je donne un autre exemple un petit peu caricatural. On pourrait investir dans 2 ou 3 ETF qui investissent dans le même indice, 2 ou 3 ETF qui font du MSCI World. Alors, il peut y avoir une raison. Si vous avez un très gros portefeuille et que vous souhaitez finalement diversifier votre risque parce que vous souhaitez faire confiance à différents gérants, ça peut s'entendre et ça peut se faire.
En revanche, pour un portefeuille, on va dire, plus classique, eh bien, généralement, les gens qui vont faire ça se disent « j'en ai plusieurs, je suis diversifié ». Bien non, ce qui va vraiment compter, c'est l'exposition réelle, le sous-jacent. Quelles sont les zones géographiques, quelles sont même carrément les entreprises qui composent l'indice, parce que c'est vraiment ça qui va compter pour la diversification de son portefeuille. Au passage, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez investir en ETF via une assurance vie, nous avons lancé Louvre Infinity, l'assurance vie aux frais de gestion sur les unités de compte et donc notamment les ETF, les plus bas du marché, à 0,39%. Sur Louvre Infinity, vous retrouverez les ETF des plus grands indices, le S&P 500, MSCI World, Nasdaq, etc. Pour plus d'informations, tous les liens sont dans la description. Et si vous souhaitez étudier une stratégie personnalisée avec l'un de nos conseillers, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est également en description et c'est gratuit. Alors la troisième erreur, c'est finalement de mal choisir son ETF. Une fois qu'on a fait l'allocation, qu'on a décidé comment on allait investir, il faut bien à un moment quand même choisir son ETF et le faire peut parfois être un petit peu compliqué. Il y a à mon avis 3 éléments assez importants à regarder qui sont premièrement les frais, qui sont récapitulés dans ce qu'on appelle le TER, Total Expense Ratio, c'est le coût global de l'ETF. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la Tracking Difference, c'est l'écart de suivi. C'est en fait, est-ce que l'ETF parvient à bien répliquer la performance de l'indice? Je rappelle qu'en fait, un indice, c'est quelque chose d'un peu conceptuel. C'est une méthodologie abstraite qui dit, voilà comment on va suivre une performance, et l'ETF va répliquer. Alors, des indices qui sont plus ou moins faciles à suivre, mais c'est quand même important de vérifier est-ce que l'ETF a bien réussi à suivre cet indice dans le passé. Un élément également par rapport à ce suivi et par rapport à l'indice, c'est comment est-ce qu'on réplique l'indice. Il y a 2 méthodes de réplication. La méthode dite de réplication physique, l'ETF va acquérir les titres qui composent l'indice, et la méthode de réplication dite synthétique, qui est donc, on va acheter des produits financiers qui vont nous permettre de répliquer l'indice sans détenir directement les actifs qui composent l'indice. Et puis également la robustesse du véhicule et notamment la capitalisation. C'est vrai que c'est toujours plus rassurant d'être sur un ETF qui va être géré par un très grand nom de la gestion indicielle et qui va avoir également une capitalisation importante et donc qui va finalement être un gage de qualité de cet ETF. On a d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche à l'écran si vous souhaitez en savoir plus. Allez, c'est parti, on embraye sur la 4e et dernière erreur dont on va parler aujourd'hui, qui est l'erreur du surpilotage, ou finalement on pourrait appeler ça le bateau ivre. Qu'est-ce que c'est que l'erreur du bateau ivre? Eh bien, c'est le fait de changer de cap sans cesse, de ne pas se tenir à sa stratégie. Là, on ne parle pas de faire un rééquilibrage, par exemple, tous les 6 mois. Le rééquilibrage, c'est tout à fait normal et d'ailleurs, on vous a recommandé de le faire. Là, on parle de quelqu'un qui changerait son allocation cible très fréquemment, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, au gré des différentes informations et actualité. Alors je vous donne un exemple typique et peut-être que vous allez vous reconnaître ou reconnaître l'un de vos proches dans ce type de comportement. Exemple où quelqu'un qui aurait une allocation très claire et puis après une année, les actions américaines marchent extrêmement bien, se dit je vais renforcer les États-Unis cette année, c'est là que ça marche. Et puis en fait, on se rend compte que quelques mois plus tard, pas nécessairement, on était peut-être un peu à un pic à ce moment-là sur les actions américaines et donc la personne va changer et se dire ah non en fait je me suis trompé, je vais renforcer pays émergents. Puis il va renforcer pays émergents parce que ça vient de monter. Et on se rend compte que in fine, cette personne a toujours acheté haut, vendu bas, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on aime bien recommander finalement des choses assez automatiques et on parle beaucoup du DCA, le fait d'investir mensuellement selon une allocation déterminée, parce que finalement ça évite ce côté un petit peu émotionnel qui peut, si c'est parfaitement exécuté et que vous êtes conscient finalement d'avoir une stratégie de gestion active, vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il faut être conscient de ce qu'on fait et ne pas finalement se faire prendre par l'émotion de ça monte j'achète, ça baisse je vends et finalement de faire exactement l'inverse de la bonne stratégie. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail sur les raisons de pourquoi c'est pas une bonne idée. La première raison, c'est qu'à chaque mouvement, vous avez généralement des petits frottements, même si vous n'avez pas de frais d'arbitrage par exemple sur un contrat d'assurance vie ou sur votre autre type de contrat sur lequel vous investissez, il y a quand même souvent des frais, que ce soit des frais sur les ETF ou sur les actions, qui peuvent être faibles, mais qui existent quand même. Et donc, à chaque fois que vous changez, vous allez payer ces petits frottements, ce qui n'est pas idéal sur du long terme, surtout si ça se reproduit très fréquemment. Alors deuxièmement, ce comportement, il implique que vous ayez finalement des convictions
très forte. Et donc, l'idée n'est pas juste de regarder le passé et pour se baser là-dessus et pour investir selon ce qui vient de se produire. On vous rappelle, et ça on ne pourra jamais le répéter assez, que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc regarder le passé n'est pas nécessairement un très bon indicateur de ce qui va se produire, mais surtout finalement, quand on fait ça, on abandonne souvent la rationalité pour l'émotion, et ça n'est jamais une bonne idée en investissement. Troisièmement, et ça rejoint un petit peu le deuxième point, c'est qu'en fait, ce que vous feriez dans ce cas-là, c'est de la gestion active. Et la gestion active, finalement, à moins que vous soyez exceptionnellement fort, en moyenne, c'est moins bien que la gestion passive. Alors, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Il y a le fameux pari de Warren Buffett qui avait montré que finalement, le S&P 500 avait surperformé tous les fonds de gestion active qu'il avait sélectionnés pour son petit test. Il y a également un rapport de S&P Dow Jones Indices, le rapport qui s'appelle SPIVA, SPIVA, qui montre qu'en 2024, environ 65% des fonds actions Amérique large cap, donc des grosses capitalisations américaines, ont sous-performé le S&P 500. Donc avant de se lancer dans la gestion active, il faut savoir ce qu'on fait, et même des gérants professionnels, et j'irai plus loin, même la plupart des gérants professionnels font finalement moins bien qu'une bête gestion passive. Alors sur quelque chose d'un petit peu plus proche de ce que vous feriez si vous le faisiez vous-même, donc là on a parlé des fonds, mais il y a une autre étude de Barber and Odin qui ont montré que les investisseurs particuliers qui trade plus fréquemment ont tendance à sous-performer, notamment, alors évidemment à cause des coûts dont on vous a parlé, et des biais de timing, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'arrivent pas à attraper le bon moment. L'idée centrale, c'est que généralement, l'excès d'activité, donc passer en gestion active, vouloir devenir ce qu'on appelle un day trader, un trader journalier qui va acheter-vendre dans la journée, c'est souvent au détriment de la performance. Ça rejoint d'ailleurs le sujet des biais cognitifs et des émotions en investissement, sur laquelle nous avons fait une vidéo complète, si ça vous intéresse de creuser un peu ce sujet sur le plan un petit peu plus psychologique. Maintenant qu'on a bien parlé des erreurs potentielles, on va essayer de vous proposer des conseils très actionnables que vous pouvez faire chez vous pour avoir la meilleure stratégie d'investissement pour l'année 2026. Le test numéro 1, c'est l'allocation cible et les règles. L'objectif, c'est que vous écriviez noir sur blanc quelle est mon allocation cible, pourquoi est-ce que finalement j'ai choisi cette distribution de mon allocation cible et quelle est ma règle de rééquilibrage, quelle est la dérive que j'accepte et quelle est la fréquence à laquelle je vais regarder. Ce qu'on vous recommande généralement, c'est de ne pas nécessairement regarder tous les jours non plus. L'objectif, c'est d'attendre des périodes un petit peu plus longues et de ne pas rééquilibrer dès que vous passez de 60% à 60,7% par exemple sur l'allocation cible. Mais voilà, tous les 6 mois, tous les 1 an, finalement, remettre tout à plat et se dire comment est-ce que je fais pour décider de rééquilibrer. Alors le test numéro 2, c'est le test du recoupement avec une méthode relativement simple. Pour chacun des ETF que vous détenez, vous regardez quelles sont les 10 plus grosses positions, quelles sont les premières zones géographiques, quels sont les premiers secteurs. Et ensuite vous comparez, vous dites finalement, est-ce que ça se recoupe? Si on se rend compte qu'on a du Nasdaq et du S&P 500 et que finalement les plus grosses positions sont les mêmes, ça peut être un choix assumé de se dire finalement j'ai un portefeuille un petit peu plus large avec le S&P 500 et je vais surpondérer la technologie via du Nasdaq, ça a beaucoup de sens, mais avant toute chose, il faut être conscient des zones de recoupement entre les ETF qu'on a sélectionnés. Donc ça, je vous invite à faire l'exercice, c'est souvent très intéressant. Test numéro 3, vous regardez pour les ETF que vous avez sélectionnés, quel est leur ratio de coût global, le fameux TER, quel est l'écart de suivi et le type de réplication de l'indice qui a été sélectionné, et la capitalisation. Ça vous permet très simplement de vous rassurer sur le fait que l'ETF que vous avez sélectionné est effectivement un ETF fiable. Pour conclure, en bonne résolution 2026, ce qu'on vous conseille pour votre stratégie d'investissement en ETF, c'est vraiment de définir une allocation cible avec une diversification qui est réelle et comprise, des coûts et la qualité de vos ETF qui est vraiment vérifiée et, comme on vous l'a rappelé, au maximum de mettre en place des automatismes, que ce soit du versement programmé, que ce soit des règles de rééquilibrage extrêmement claires et vraiment définies, mais c'est vraiment le conseil le plus simple, c'est retirer l'émotion au maximum pour revenir sur quelque chose de très rationnel. Un des conseils que je peux vous donner également, c'est potentiellement même de ne pas regarder tous les jours en fait la valeur de votre portefeuille. Si vous êtes en accord avec l'allocation que vous avez définie, il n'y a pas de raison de vérifier tous les jours ce que ça donne. Les investissements sont sur du long terme et c'est ça qui compte.